Amis, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack. Tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain, cofondateur d'actu.fr, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Florian est également avec nous. Bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des Activistes ce soir, des chardons dans la Gibossière, retour sur le Nancy Hack de samedi dernier. Activez-vous vos réactions suite à ce match et à cette belle victoire des Célémarines. Covid-2. Comment on fait autrement la vie avec le Covid-19? Et enfin, quelques brefs du hack pour terminer notre émission. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes numéro 5, c'est parti. Des chardons dans la Gibossière. Pierre Gibaud, pour sa première, a fait grande impression. En plus d'avoir marqué le but de la victoire, il était à la tête d'une défense qui n'a pas pris de but. Nous allons en revenir en détail parmi vous, avec la traditionnelle étude des compositions d'équipe. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de la composition de 11 du départ du A? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements, encore une fois, dans le 11 et dans le groupe. Ouais, donc si je reprends ligne par ligne, on a l'absence de Mayembo, on va en discuter dans notre sujet Covid, mais bien sûr, hein, tout le monde l'a su, qui est touché par le coronavirus. Et donc, effectivement, on voit que Basque remonte d'une ligne. Alors, étonnant ou pas, mais c'était surtout pour intégrer Gibaud, et on va voir après que ça a payé. Mais Basque, du coup, reste quand même titulaire, mais encore dans un rôle quand même de couteau suisse, puisqu'il va venir renforcer le milieu de terrain. Et ça s'est plutôt bien passé pour lui aussi ce week-end. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Abdelli qui re-rentre, qui revient en tant que meneur de jeu. Meras qui fait son retour aussi à gauche. Et Thierry toujours devant tout seul. On a Fontaine aussi qui est accroché là à sa place de titulaire, cette fois-ci dans un rôle de milieu défensif, qui normalement lui correspond un peu mieux. Donc c'est une compo qui m'a plu quand même sur le papier, avec j'ai pas parlé du retour d'Herseuil, mais voilà justement, donc une doublette Herseuil-Gibaud qui était celle de la préparation, qui a tenu ses promesses et aussi à la suite de la prépa, de ce qu'on a pu voir cet été. C'était très 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 prometteur. Et donc avec les joueurs actuels, c'est une compo qui me paraît logique. L'absence de Lecal pour des raisons que Paul Le Guen a évoqué. Moi, je pense que je donne entièrement raison à Paul Le Guen sur ce sujet-là. J'adore Victor Lecal, j'adore son jeu, j'adore ce qu'il amène à l'équipe quand il est avec nous, à 100% avec nous. Mais là, pour le coup, faut avouer que depuis le début de saison, et je l'ai déjà dit dans l'émission, moi, je le reconnais pas. Pour l'instant, c'est pas Victor Lecal, et quand il sera à 100% avec nous, s'il reste, je serais hyper heureux de le retrouver sur le terrain, et certainement, j'espère, à la place de Fontaine. On l'avait évoqué la semaine dernière, justement. Tu voulais faire un sujet sur Victor Lecal. Paul Le Guen a anticipé nos demandes en le sortant du groupe pour le mettre au frais et pour lui donner un peu de temps pour se remettre la tête à l'endroit. Florian, est-ce que tu as, toi, des ajouts à faire aux commentaires que vient de faire Romain? Romain a décrit à peu près tout ce que je pensais de la compo. Moi, c'était surtout un petit peu, d'attente pour la première de JO, parce que je n'ai pas pu voir les matchs de préparation. Donc j'étais très attentif à sa performance. Et après, quand je regarde une compo, on essaye toujours de trouver une ossature. Quelques joueurs qui doivent forcément être titulaires, pas des piliers, mais ligne par ligne, au moins un bon joueur pour renforcer le tout. Je pense que mon gardien, on a Gorgelin. Je pense que Gibaud peut être cet homme en défense centrale avec de l'expérience, un bon joueur à voir par la suite. Au milieu de terrain, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je pense que cet homme, ça peut être Romain Basque. Après, c'est la ligne entre Meras, Abdelli, Cornet. Je trouve que pour l'instant, il n'y a pas ce joueur qui peut amener cette folie pure, être le meneur de l'attaque. Après, Thierry, malheureusement, c'est le seul véritable attaquant qu'on a. Donc à voir par la suite cette ligne offensive, voire un véritable patron, pour essayer d'avoir une ossature solide dans ce groupe. Mais sinon, non, sur la compo, avec les absents, que ce soit les rouges ou le coronavirus, c'était très logique de voir ce 11.
En interview d'avant-match, Paul Le Guen, je voudrais avoir votre avis. Je ne l'ai jamais vu remonter comme ça lors d'un entretien donné à la presse. C'est notre ami Benoît Donquel qui a pris la foudre en conférence de presse. Il était indiqué dans Paris Normandie qu'il était le seul apparemment journaliste, donc on peut penser que c'était contenu à moitié au moins contre lui, suite à l'article que Benoît avait fait paraître dans le Paris Normandie, où il demandait où est-ce qu'on en est en attaque et où il mettait en parallèle les situations de Caen qui recrute Alexandre Mendy, et pour nous, où il mettait sur la table Mout Bozok, mais avec un salaire élevé, et on sait bien ce qu'il est. Et Paul Le Guen a répondu fermement plutôt, en mettant en avant le fait que par recrue, il voulait un Victor Lecal à 100% et un Noumout Merach à 100%. Il a même déclaré que même avec un groupe comme ça, on pouvait éventuellement viser les deux premières places. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, parce que Paul Le Guen, on connaît son calme, mais de temps en temps, voir que ça peut ressortir quand il est sur un sujet fort, bon, ça, moi, je le trouve, ça le rend plus humain, donc c'est pas forcément un souci. Par contre, on en revient à notre discussion qu'on avait la semaine dernière sur le fait qu'on est gentiment en train de préparer le fait qu'il n'y aura peut-être personne avant la fin du mercato estival qui s'achève dans une semaine. On mettra, chers amis auditeurs, un sondage en ligne d'ailleurs à la suite de la publication des activistes, pour savoir si vous voulez à tout prix une recrue avant la fin du mercato ou pas. Je pense qu'on prépare quand même, on en est quand même à préparer le fait qu'il y aura personne qui va arriver avant la fin du mercato et qu'on va partir comme ça à minima jusqu'à fin décembre. Vous en avez pensé quoi, vous, de cette interview de Paul Le Guen? Moi, j'ai bien aimé, mais vous, est-ce que c'est votre avis, Romain? Et vous savez qu'il en a remis une couche après le match. Je vais vous lire sa déclaration d'après-match. Il a dit à l'arrivée, ça fait corner de Quentin Cornette, but de Pierre Gibaud. Finalement, notre recrutement n'est pas si mauvais. Voilà. Donc il a quand même mal pris effectivement l'article qui est sorti cette semaine dans Paris Normandie. On l'a vu en avant-match et il a remis une couche après match. Moi j'ai bien aimé parce que il est dans son rôle aussi de justifier ses choix. Maintenant c'est paradoxal, il a le droit de se défendre, comme il l'a fait, j'ai bien aimé, mais moi ma position est paradoxale puisque je reste quand même positionné sur le fait qu'il manque une recrue à l'avant, mais rien que numériquement en fait. Même si on voit des jeunes qui sont prometteurs, pour moi ça va pas tenir une saison de Ligue 2. J'aimerais bien que ça tienne une saison de Ligue 2, mais pour moi ça le fera pas. Et si vraiment on veut viser les deux premières places, il manque une doublure à Thiaré. Je dis pas qu'on change de formation si un deuxième attaquant arrive, mais même en restant sur cette disposition-là sur le terrain, il suffit que Thiaré se blesse en plein milieu du match ou se blesse à l'entraînement et il faut qu'on puisse switcher avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on n'a que des jeunes. J'ai rarement vu quand même un attaquant ne pas avoir sa doublure avec un attaquant à peu près de même expérience et à peu près de même niveau. Donc moi je reste quand même positionné sur le fait qu'il faut recruter. Maintenant que Paul Le Guen se défende et que l'article ne soit pas passé, il est dans son rôle et il a raison de le faire. Florian, quel est ton sentiment sur cette affaire entre guillemets? Déjà moi je suis content qu'un entraîneur ne se laisse pas faire. Même si je pense que le journaliste Benoît Donquel avait raison de poser la question et de faire cet article, parce que nous aussi on se pose la question sur ce fameux attaquant. Et c'est bien de ne pas se laisser faire, de montrer du caractère sur un sujet qui est un peu tabou. On n'a jamais dit que son recrutement était mauvais, au contraire, qu'il était bon. Il était juste faible en quantité, et surtout à un poste qu'on n'a pas. Alors je suis d'accord avec lui, pour l'instant ça fonctionne, nickel, mais il suffit juste que Jamal se fasse une déchirure et là on en reparlera. Parce que je connais pas trop les jeunes derrière. Peut-être qu'on va avoir un jeune qui va exploser. Moi c'est ma seule inquiétude. Je reparlerai un peu plus tard, j'ai plus d'inquiétude sur certains postes.
Bah, par contre, le poste d'attaquant, s'il y a une blessure de moyenne ou longue durée, ça risquerait de piquer sévèrement. Déjà qu'on a un petit peu de mal dans la création d'action de but, parce que dans la création de jeu, ça va encore, mais d'action de but. Si on perd le seul attaquant véritable qu'on a, je vais commencer à être inquiet. Ouais. Mais sinon, pour le reste, il a raison, il ne faut pas se laisser marcher dessus, même si la question était légitime pour moi. Parlons maintenant du match. Victoire des Ciel et Marines 1-0 à Nancy, ça fait toujours plaisir. Un but sur corner de Pierre Gibaud tiré par Quentin Cornette. Ça aussi, recrutement donc gagnant pour Paul Le Guen. Au final, par contre, 3 tirs cadrés à 2, les stats ont fait mal. Ça a été un match quand même relativement pas désagréable à regarder, mais ça manquait d'attaque des deux côtés. Il y a eu s'il y a eu 3-4 occasions de chaque côté, c'était à peu près tout. On sort avec une victoire. Florian, quel est ton sentiment sur la partie de samedi soir? Très content déjà de voir que, alors premièrement, on va faire étape par étape, de prendre des points et 3 points en plus à Nancy, c'est toujours un plaisir. Deuxième point, ne pas se prendre de rouge, c'est toujours un plaisir, même si on a eu des doutes à un moment, hein. Ça s'est bien marré sur les réseaux sociaux. À la demi-heure avec Ayman Ben Mohamed, on a bien pensé que la malédiction allait continuer, oui. Mais non, je suis très satisfait et je voudrais faire un mea culpa sur le poste de défenseur central. J'avais dit il y a 1 ou 2 émissions que je pensais qu'il fallait recruter, que ça n'allait pas faire l'affaire. Je m'en excuse d'avance. Quand on voit la performance de Mayembo quand il est revenu, de Ersoy quand il pète pas un plomb, de Gibaud avec son expérience et que Basque peut dépanner, 4 joueurs pour 2 postes, voire 3 s'il veut jouer à 3 derrière, je pense que c'est largement suffisant. Sur ça, je m'étais trompé. Donc c'est du positif. On s'est pas pris de but, ça a été solide. Il y a eu peu d'occasions de Nancy à part la grosse équerre en fin de match. C'est plutôt cool. On a vraiment vu du positif sur les postes de centraux. Attention quand même, parce que certes, il y a du positif, mais on n'oubliera pas le craquage d'Ersoy au premier match. Ensuite, Basque, comme je l'avais dit, le couteau suisse, il peut jouer en défense, ça passe. Il joue au milieu, c'est nickel. Hâte de voir quand il va remplacer Gorgelin dans les buts. Parce que franchement, ou Thierry devant. Cette solution, pour moi, ça va être un maillon fort de PLG. L'année dernière, il était un peu bouché au milieu de terrain avec Gay et Lekal. Là, je pense que c'est son année. PLG lui fait confiance, ça marche. Donc, c'est parfait. Pour le poste d'attaquant, Thierry, bon, il n'a pas eu énormément d'occasions, mais qu'est-ce qu'il est fort, impressionnant quand il récupère le ballon, qu'il a 3 joueurs autour de lui, qu'il arrive à la garder, la passer un coéquipier, puis ensuite décaler pour faire une action où garder le ballon. C'était précieux en fin de match parce que on était quand même dominé, et sur ça, il a permis de gagner des secondes et faire remonter le bloc. Donc c'est toujours impressionnant. Après, on va revenir, c'est toujours tous les matchs, et on revient au même, c'est création d'occasion, c'est compliqué. Toujours les petits derniers gestes qui sont soit loupés, soit un manque de concentration. Pour l'instant, ça fonctionne. On fait 3 victoires, 2 défaites. À noter, évidemment, bizarrement, on prend pas de carton rouge, on gagne le match. Enfin, au moins, on finit au même nombre numérique que l'adversaire, on gagne le match. Donc, c'est peut-être un signe. Je pense que Le Guen, il devrait faire une affiche dans les vestiaires. Prenez pas de rouge, on prendra 3 points. Je pense que c'est pas mal. Moi, j'ai une petite question parce que justement, on voit le match, tout s'est bien passé. Gibaud était bon en défense. Est-ce que un des absents, donc les 2 absents pour moi, c'est Mbemba et Mayembo. Est-ce que quelqu'un a perdu sa place, c'est peut-être fort, mais est-ce que quelqu'un a peut-être perdu des points dans cette compo, vu la performance au milieu et en défense de certains joueurs? Je vous pose la question, est-ce que pour vous, un des absents du match d'hier va peut-être être sur le banc par la suite? Romain? Oui, alors pour moi c'est clair. Je pense que Mayembo malheureusement va retrouver le banc. Quand on voit la performance d'Ersoy, quand on voit la performance de Gibaud hier soir, on sent que c'est vraiment solide, c'est vraiment très solide. Après Basque, pour moi c'est le meilleur Ciel et Marines depuis le début de la saison. C'est lui qui est le plus régulier. C'est lui qui est le plus régulier. Je pense. Je sais pas si vous me rejoignez, mais avec Mathieu Gorgelin, oui.
Avec Mathieu Gorgelin, ouais. Mais sur le champ, c'est Basque que je souhaiterais mettre en avant aujourd'hui. Maintenant, Mbemba peut revenir sur le terrain à la place de Fontaine si, encore une fois, on n'a pas un local qui est à 100%, si on a un local qui est sur le départ ou qui s'en va vraiment. Mbemba peut quand même, je pense, venir concurrencer Fontaine par rapport à ce qu'on voit de Fontaine sur le début de saison. Par contre, Basque, à mon avis... Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que Mbemba a pris 2 rouges. Romain Basque, tu le mets n'importe où, il est titulaire. Si derrière Mayembo réintègre l'effectif, c'est-à-dire qu'ils ont les 3 centraux, donc ça veut dire que Basque va naturellement remonter au milieu. Donc il y a déjà une place qui est prise par Romain Basque. Victor Lecal, s'il se remet la tête à l'endroit, il est titulaire tout le temps. Et Jean-Pascal Fontaine, il n'est jamais vraiment sorti sous Paul Le Guen. Donc je vois pas pourquoi ça serait là. Ça veut dire que Mbemba il doit passer devant et Fontaine et Lecal. Oui, non, mais Mbemba ne passera pas devant Lecal. Mbemba va devoir sortir les rames beaucoup plus, à mon avis, que Mayembo s'il veut réintégrer le 11 de départ, sauf si Victor part. Et là, par contre, ça redistribuerait peut-être les cartes. Mais si t'as Basque, Lecal, Fontaine, Mbemba, bon courage pour réintégrer le 11 de départ. Je te laisse continuer. Oui, c'est presque ce que je dis. Et si Lecal part, on a une concurrence Mbemba-Fontaine. Je pense que, ok, par rapport à ses 2 cartes rouges, je dirais que quelque part, il mérite pas de revenir tout de suite dans le 11. Mais après, par rapport à ses performances aux entraînements, est-ce qu'il est pas, pour moi, sur le papier devant Fontaine, ça se discute, à condition qu'on n'ait pas Lecal. S'il y a Lecal, je pense qu'on est parti sur une doublette, et j'espère qu'on va partir sur une doublette Basque-Lecal. Et concernant le match d'hier, moi je veux revenir sur la performance de Gibaud et de Cornet, mais surtout sur le fait que maintenant c'est Cornet qui tire les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs ou les corners. Et puis on voit une nette amélioration sur les corners quand le ballon arrive à la bonne hauteur et au bon endroit dans la surface de réparation. C'est quand même plus facile d'aller couper la trajectoire. Et franchement, il a une frappe de ballon qui est vraiment très jolie à regarder et une trajectoire de ballon qui est parfaite sur les coups de pied arrêtés pour l'instant. Et je suis bien content que on se soit rendu compte qu'il faut que ce soit Cornet qui s'occupe de botter tous ces ballons-là. Sur Internet, en après-match, les tweetos ont été merveilleux. Il y a eu une compétition de bons mots à ce sujet-là qui a été magnifique. Moi, j'ai vu bizarrement, quand on tire les corners, au-delà de la hauteur des genoux des joueurs, c'est plus facile de marquer des buts. C'était pas mal. Il y en a même qui ont réagi. Le Hack a marqué un but. C'est une légende. Personne ne l'a vu. Donc, non, c'est très bien. Ça change un peu. Ça donne enfin une nouvelle possibilité parce que aux dernières nouvelles, le dernier but sur corner qu'on a marqué, c'était à Lens l'année dernière. C'est ça. Donc une saison complète à peu près. Donc c'est dommage quand on voit des possibilités qu'on a. On espère maintenant qu'avec un moteur un peu plus précis et régulier dans ces tirs, on aura d'autres possibilités à ce sujet-là. Est-ce que vous avez quelque chose à redire, messieurs, sur ce match? J'ai un petit truc, moi je l'ai trouvé Umut un peu en dedans. Alors après on attend beaucoup plus de Meras vu que c'est un international turc que par le passé nous a montré des matchs un peu plus intéressants. Là je l'ai trouvé, il revenait dans le groupe, et je l'ai pas trouvé exceptionnel sur son côté, des fois même un peu tendu sur certaines actions où il y avait des fautes où il était un petit peu en retard, où il s'énervait après des décisions. Faudra faire attention, voir si c'est pas la période des transferts qui le chamboule un peu. C'est à surveiller, c'est pas une alerte, c'est juste une petite observation sur son retour, à voir par la suite. On sait qu'il y a ça, on sait qu'il y a des négociations qui ont été faites et qui n'ont pas abouti, ou en tout cas qu'il a refusé. Il revient dans le groupe, il avait peut-être, on a parlé de ses déclarations contradictoires en fonction des médias auxquels il s'adressait. Il s'est peut-être fait petit pour ce match-là, match de reprise. Par contre, il a pris des cours. Hier, il s'est quand même bien fait charger. Plusieurs fois, il s'est retrouvé par terre suite à des interventions assez rugueuses des Nancéens. Bon. Allez, match de reprise. On verra pour la prochaine rencontre s'il est dans de meilleures dispositions.
On parlait de vous, chers amis auditeurs. Maintenant, c'est le moment de vos réactions. Activez-vous, c'est maintenant. Chers amis auditeurs, encore une fois, vous avez du talent et nous vous en remercions parce que à chaque fois que nous préparons cette rubrique, c'est toujours un plaisir de voir à quel point vous êtes créatifs. Romain, tu as récupéré quelques réactions d'internautes sur l'après-match. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, on a eu pas mal de retours sur ce match, cette belle victoire à Nancy. Il y a Clems 76 élage qui dit que ça manque toujours quelqu'un à côté de Thierry. Il a trouvé qu'Ersoy était impeccable. Un second clean sheet, il relève un second clean sheet, c'est vrai qu'on l'a pas relevé. Le jeu pas trop top, mais lui ce qu'il retient c'est qu'on prend les 3 points et il demande que ce soit confirmé à Paris. On a Fanatic 76-13 qui nous dit que Paul Le Guen avait raison quand il dit que les hommes forts répondent. Le hack répond présent aussi et c'est du costaud. Bon, après c'est peut-être un peu, on verra si ça se confirme effectivement. Il dit qu'on peut retenir qu'on a fini à 11 en plaisantant et plus sérieusement qu'il a trouvé que le hack était très appliqué, très peu mis en danger sauf vers la fin et il a trouvé un bon bloc défensif. Voilà. Et encore une fois Jamal un peu trop esselé à l'avant. C'est vrai que Jamal donne beaucoup de lui-même mais ça paye pas, ça a pas payé en tout cas sur ce match-là. Ouais, mais Jamal il se donne beaucoup. On sait que ça va être compliqué pour qu'il marque des buts à la régulière dans ces conditions-là, mais ceux qui apprécient le foot, ils voient bien que Jamal fait un boulot de dingue pendant le match. Donc la récompense, en tout cas dans la gratitude et on l'a pour lui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est clair, si déjà il se met à épuiser les défenses, ça peut toujours payer à la 80e minute du match quand il a bien épuisé les défenseurs et c'est lui qui se donne pendant ce temps-là, ça se voit pas, mais c'est un énorme travail de fond. Tyranner qui est réjoui parce que le 1-0 là-bas c'était son prono. Donc Tyranner il va certainement remonter dans le classement. Moi aussi. Très bien. Et il a trouvé que la charnière qui permet de remonter basque est bénéfique. Et voilà, donc il a trouvé que voilà la position de basque sur le terrain c'était bénéfique grâce au retour de Gibaud en charnière centrale. Bon, je pense il rejoint notre analyse. On a LH Clos qui trouve que Yo-Yo, Gibaud, Basque, Cornet, ils ont fait un bon match. Il trouve que Meras a la tête ailleurs, un peu comme l'a dit Florian. Abdelli, ça commence à être long. Alors, vous allez dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il a fait beaucoup de dribbles, etc., qui n'ont pas apporté quelque chose en plus dans le jeu du hack. Je l'ai pas trouvé mauvais, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour l'instant, et par rapport aussi aux conditions météorologiques hier soir, faut le dire quand même. Pour un joueur technique comme ça, c'était pas évident et j'ai trouvé que c'était vraiment un match de défenseur hier soir et donc encore une fois, malheureusement pour Abdelli, il n'y avait pas d'espace. Il a essayé des choses, il a fait des choses. Maintenant, ça a pas payé hier soir. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, quand j'ai fait ma petite analyse après match, je me suis dit, je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu Abdelli. Je m'attendais à plus. J'avais fait un tweet en début de match en disant que Abdelli, si tu veux briller, c'est ton soir. À la fin, on m'a dit, faut réutiliser le tweet pour la semaine prochaine. Et j'ai dit oui, je pense, peut-être qu'un jour ça va passer. Et après, en regardant un peu les analyses après match de certains, de Benoît Donquel, je vois Benoît Donquel qui le met un peu dans ses tops. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai vu le match différemment, ou est-ce que j'en attends peut-être un peu trop de Abdelli? Certes, il a été un peu plus visible que d'habitude, et moi je trouve que c'est pas assez. Pour un poste de numéro 10, il faut créer du jeu, créer de l'espace. En plus, il est dans un poste où il doit être entre les lignes. On a eu un petit peu du mal à le trouver. Alors, pour les 2 premiers matchs, je l'ai défendu à juste titre parce que les cartons rouges l'ont fait peu jouer. Là, il a joué 90 minutes parce que les remplacements sont arrivés à la fin de match. Moi, je trouve que c'est pas encore assez à mon goût. J'y crois, je pense qu'il a les capacités pour le faire. Le problème, c'est peut-être ça. C'est est-ce qu'il se met la pression ou est-ce qu'il a fait une bonne prépa et là ça commence un peu à redescendre. Faut observer, mais on va commencer à être peut-être un peu impatient, mais la chance qu'il a, c'est qu'à son poste en 10, si on reste en 4-2-3-1, il n'y a pas vraiment de concu. Il y a peut-être Alioui qui pourrait jouer en 10. Si PSG est un peu fou, il pourra mettre même Bonnet, mais voilà quoi. Je pense qu'il a une petite longueur d'avance sur ça, mais attention de ne pas griller les jokers. Pour moi, Abdelli, c'est pas flamboyant, mais ça monte gentiment et ça doit trouver sa place. On va se rappeler qu'il y a 2 semaines, il a été complètement mis sous les ténoirs par Quentin Cornet à Guingamp. Là, ça
ça monte gentiment, comme Florian l'a dit. De toute façon, pour le moment, il a cet avantage d'être normalement à peu près seul, donc dans un système qui ne devrait pas bouger. Et ça va gentiment prendre. Faut laisser mûrir. Première saison annoncée comme titulaire où il prend ses marques. Je demande à voir, mais je pense qu'on va pas être déçu par Imad cette année. Je vous lis encore 2-3 réactions. Donc on a Alexandre76 qui trouve que ça a été solide dans l'ensemble. Ersoy et Gibaud très bon. Cornet, Koulibaly, Abdelli et Thierry convaincants. Un Fontaine catastrophique. Il n'aime pas dire ça, mais il dit que c'est plus possible. Voilà. Et Meras, à voir, match correct. Je pense que ça rejoint l'analyse de Florian tout à l'heure. C'est vrai qu'on a trouvé un Meras peut-être un petit peu moins bien que d'habitude, mais il revenait tout juste sur le terrain. À voir maintenant si ce que ça va donner sur les prochains matchs. Et puis, elle est une dernière, Moon EV, qui dit qu'une défense solide avec notamment un bon Ersoy. Je pense que c'est le joueur qui ressort aussi de la rencontre d'hier soir. Une bonne rentrée des remplaçants à noter. Et il a beaucoup de mal avec Fontaine en ce début de saison. Il semble dépassé sur tous les coups. Bon, voilà, on va pas faire le procès de Fontaine sur cette émission, mais bon, c'est ce qui remonte un peu des internautes, effectivement. C'était très bien. Merci encore à nos internautes pour leur réaction. Maintenant, on aborde notre nouveau sujet, Covid-2. C'est parti. Covid-2. Petit jeu de mots un peu malheureux sur quelque chose qui est quand même assez sérieux sur ce qui se passe dans notre pays et même dans le monde depuis mi-mars. Covid-2, comment on fait autrement? Quelle est la vie après? Comment on peut jouer au football et apprécier notre loisir préféré à l'heure des gestes barrières? N'oubliez pas, gel hydroalcoolique, gardez la distance, portez votre masque, c'est important. La LFP a dicté des règles sur le fonctionnement de ces matchs. Donc, sur un groupe de 30 joueurs sélectionnés par les clubs, s'il y a 20 joueurs qui sont négatifs, la rencontre se jouera. Dans les zones de forte intensité au niveau du virus, la jauge a été descendue jusqu'à 1000 personnes. 1000 personnes dans des stades qui des fois en contiennent plus de 50 000 et qu'on a poussé à faire construire, à les comprendre. Messieurs, c'est triste en ce moment. Florian, qu'est-ce que t'en penses? C'est faux. Il faut vite que ça passe parce qu'on veut à nouveau revoir des stades pleins et de l'ambiance et pouvoir crier sans avoir un masque sur la tronche. Moi, je vais revenir sur 3 points qui sont très distincts sur cette affaire Covid-2. La première, ce sont les règles de la LFP. Ensuite, le cas des supporters. Et enfin, le cas des championnats. Pour les règles de la LFP, je pense qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement. Parce que s'il y a au bout de 1 ou 2 joueurs qui sont touchés par le Covid, ils devaient annuler le match, il y aurait tout le temps des matchs annulés. Quand on voit le cas de Paris, quand on voit par exemple Mayembo hier, mais aussi Mendy, le gardien de Rennes qui était aussi un moment touché. Enfin, presque tous les week-ends, on a au moins un match, voire 2, voire 3 qui seraient annulés juste dans notre championnat. Donc sur ces côtés, les règles de la LFP sont obligées. Pour la capacité des stades, on ne va pas faire les étonner. Je pense que ça serait très positif de voir que à la fin du championnat, les supporters retourneront dans les stades, à moins grosse révélation sur le virus où ils ont trouvé le vaccin. Ça m'étonnerait de revoir des supporters avant la fin de saison. C'est triste, mais bon. Nous aussi, on aimerait voir des supporters dans les stades, chanter, avoir de la ferveur. Mais est-ce que ça vaut la peine d'être tenté? Moi, je ne reviendrai pas sur ce débat de est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il faut vivre ou est-ce qu'il faut se protéger? Sur ça, c'est pas mon domaine, j'ai un avis, mais c'est pas ici qu'on l'exprimera. Et moi, c'est le dernier point qui m'interroge un peu parce que ce championnat, il peut être chamboulé, que ce soit positif ou négatif. Je prends l'exemple de la D2, parce qu'on est dedans. Ça peut influencer toutes les courses, que ce soit la relégation ou la montée. Pourquoi? Parce que là, on prend l'exemple de Mayembo qui a été absent, qui était titulaire dans l'équipe. C'était un joueur important, il est absent. Il a fallu s'adapter. Par la suite, il y aura d'autres joueurs qui peuvent être absents et qui peuvent louper des matchs très importants. Des groupes et des compos, du coup, qui sont totalement chamboulés et qu'on doit réadapter. Par exemple, imaginons un cas tout bête. Thierry est blessé. On a derrière un seul attaquant, un jeune qui est là. Il chope le virus. Il n'y a plus d'attaquant. Donc ça peut
Ça peut influencer toute une équipe, ce virus. Et on peut même aller plus loin. Imaginons que des matchs soient décalés, comme il y a eu le match, je crois que c'était Ajaccio. Alors après, à vérifier si c'était le Corona. Oui, c'était Ajaccio, il est redécalé au 30, oui, tout à fait. Ça a été décalé, mais ça a été décalé forcément entre deux matchs de Ligue 2 pour Ajaccio. Donc ça veut dire que les matchs sont rapprochés, donc risque de blessure. Mais aussi, du coup, l'autre équipe peut se reposer plus longtemps. Donc à la fin du championnat, ça peut avoir une influence. Ça va pas faire gagner 20 points à une équipe, mais ça peut être... on sait que la Ligue 2 est très serrée, des fois ça se joue à différence de but, des fois ça se joue à 2 points. Ça peut se jouer. Imaginons en fin de saison qu'on soit à égalité ou par chance le Havre a un peu esquivé le coronavirus et son équipe a toujours été quasiment à 100%, qu'ils n'ont pas loupé de match, qu'ils n'ont pas refait des matchs en décalé. Je pense que moi le virus c'est vraiment, je vais pas dire quelque chose où il faudra en jouer. Je dis pas qu'il faut aller, faut que les adversaires ils soient malades et que le Havre soit toujours dans une bulle toute une saison, mais ça peut être un élément très important et en fin de saison, voir si ma vision entre guillemets se réalise, voir si l'équipe qui a moins été touchée, que ce soit par les joueurs ou par les matchs, ait plus de chances pour la montée ou pour éviter la relégation pour le bas du classement. Romain, quel est ton sentiment sur l'influence justement du Covid-19 sur notre championnat ? Alors pour commencer, je voulais juste revenir sur un petit sondage qu'on avait fait avec les internautes et donner leurs réponses. Donc pour 81% d'entre eux, effectivement, le coronavirus peut avoir un impact sur le résultat du championnat de Ligue 2 à la fin de la saison. Ensuite, sur les règles de la LFP, je suis en phase avec la LFP. À un moment donné, si on doit encore une fois reporter les matchs pour 2 ou 3 cas par effectif, on va pas réussir à terminer même ce championnat. Donc aujourd'hui, effectivement, 20 négatifs sur 30 et on peut tenir le match. Après, bien évidemment, j'espère pas que ça va arriver au HAC parce que si on a à peu près une dizaine de joueurs de touchés au HAC, vous prenez la compo d'hier soir, vous mettez 10 joueurs touchés sur la compo, je ne sais pas ce qu'on aligne comme compo. Surtout si on est sur un match important ou un gros match, effectivement, on voit tout de suite que ça peut avoir une très très grosse influence sur le résultat du match. En tout cas, en ce qui concerne l'effectif havrais. Ensuite, sur la jauge des stades, et pourtant, moi, je serais plutôt à avoir un discours où il faut se protéger et faire attention à ce virus. Mais sur la jauge des stades, j'ai toujours pas compris qu'on n'ait pas adapté un pourcentage par rapport à la capacité du stade. Je pense que si on a des dirigeants derrière de chaque club qui sont capables de montrer intelligemment, qui savent remplir intelligemment les stades en respectant un pourcentage par rapport à la capacité totale du stade, et donc en respectant ce pourcentage, mais aussi en répartissant le public dans tout le stade, je pense qu'on peut mettre plus de personnes que ce qui est aujourd'hui autorisé. Donc le Havre est encore dans les 5000. Alors, je vais le dire en rigolant, 5000 au Havre, c'est un peu triste, mais on le dépasse en ce moment pas souvent. Donc voilà, oui. Si je fais une petite blague, nous on est toujours en influence Covid au Havre. Bon, ça me fait pas plaisir à ce que je dis, mais c'est malheureux. Mais bon, allez, pour d'autres stades où il y a beaucoup plus de public, je pense qu'il y aurait moyen de mettre un pourcentage à la jauge par rapport à la capacité totale du HAC. Enfin, en tout cas, je suis défenseur de cette idée. Ça ferait peut-être du bien aussi au club, ça ferait peut-être du bien aussi à l'ambiance. Mais à côté de ça, il faut des dirigeants sérieux et qu'on voit à la télé des images non choquantes où on ne voit pas 5000 personnes dans la même tribune, on est bien d'accord. Donc voilà, après, effectivement, je pense que ce virus est encore là pour longtemps. On est plutôt triste de voir des stades sans ambiance et de voir ce qu'on voit à la télé ou quand on va au stade. Mais il va falloir s'y habituer malheureusement et c'est pas la période hivernale qui arrive qui va nous aider. Et donc pour le moment, il faut conserver ces règles de la LFP et protéger tout le monde et vivement que ce virus disparaisse ou qu'on trouve un vaccin pour retrouver le football populaire qu'on aime tous et qu'on apprécie tous. En complément de ce que disait Florian tout à l'heure, qui parlait de l'influence que pouvait avoir le Covid concernant les effectifs, il y a autre chose aussi dont on parle quand des fois ça se joue à 4 points, c'est que le fait justement que les matchs se jouent devant des ambiances faibles, ça a aussi une énorme influence au niveau du jeu. Aller jouer en Ligue 2, maintenant que l'on s'est monté, je ne sais pas s'il y a beaucoup de grosses ambiances dans les stades,
Mais aller jouer au Parc des Princes, au Vélodrome, à Geoffroy Guichard, sans le public, c'est pas la même chose pour l'adversaire. On le voit bien. Metz a fait de bons résultats, a failli accrocher la victoire à Paris et à Marseille. Est-ce que dans des conditions normales, ça se serait passé? Je sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui doutaient du fait que le public a une influence sur le résultat potentiel du match, même si c'est à la marge, la fenêtre que nous vivons actuellement est en train de leur montrer que oui, le public a son importance. On voulait finir ce petit sujet en mettant un petit message d'encouragement à Fernand Mayombo. Pour le moment, sur ce que Paul Le Guen disait, ça va, il n'y a pas plus de problèmes que là, mais qui se soigne bien et qui revienne vite dans l'effectif, nous apporter sa force et son talent. Nous avons bientôt terminé cette émission. Nous en finissons avec quelques petites brèves du hack. C'est maintenant. Rencontre des féminines samedi, Paris FC contre le hack. À Bondoufle, là aussi dans un stade bien grand et bien vide, mais ça malheureusement l'équipe féminine du Paris FC en a l'habitude. Résultat, 1-1. Un bon point de prix, un très bon point de prix d'ailleurs selon les propos de Thierry Huvenard, qui reconnaissait volontiers que Paris aurait mérité de l'emporter, mais face à elle, ils avaient une Constance Picot en feu qui leur a quasiment tout arrêté. On regrettera juste à nouveau que l'égalisation express 2 minutes après l'ouverture du score des Havrais, qui en plus avait eu lieu en toute fin de match, donc on aurait pu espérer une victoire supplémentaire. Mais pour le moment, une victoire, un nul, une défaite, sixième au classement pour une équipe promue. On trouve ça très bien. Romain, Florian, vous avez une petite réaction? Tout le mérite revient bien sûr au travail de Constance Picot, mais pour la petite blague, l'histoire ne dira pas si Mathieu Gorgelin est allé la coacher, parce que les deux gardiens des équipes premières du HAC sont vraiment en feu là, sur le début de saison. donc bravo aux féminines de revenir avec un point de Paris, avec une équipe qui est en D1 depuis un certain temps, anciennement Juvisy. Mais bravo aux féminines, et bravo pour leur début de saison. C'est plus qu'honorable, la place de 6e, et elles sont bien parties pour cette saison. Florian ? Oui, quand on avait vu la semaine dernière, on avait parlé brièvement de ce match, et que on avait dit que le Paris FC avait juste perdu un seul match, c'était contre Lyon, donc en ouverture. Donc c'était, je vais pas dire, je pense que c'est le tarif, hein, tout le monde va perdre contre Lyon cette année. Donc c'était un match très important, un match compliqué. Elles ont réussi à ramener un point. Malheureusement, elles auraient pu en avoir 3. Mais si on nous avait dit en début de match, vous allez prendre un point contre le Paris FC, on aurait tous signé. Donc faut penser positif. La saison va être longue. Même un point, on a regardé sur les championnats des saisons précédentes. Pour se maintenir, il faut pas énormément de points parce que le championnat est plus petit. Donc tous les points, ils sont bons à prendre. Donc c'est positif, il faut continuer comme ça. Et deuxième bref que nous allons vous développer, partenariat entre le HAC et QRM, logique sportive, complémentarité entre les équipes. Je trouve, messieurs, que c'est meilleur, c'est que les deux clubs phares de la Haute-Normandie se rejoignent, c'est normal. 2 belles écoles de foot, 2 bassins de population intéressants, et un moyen aussi de récupérer des jeunes Parisiens, étant donné qu'il y a des règles qui ont lieu actuellement au niveau de la FFF pour limiter le recrutement des jeunes en fonction de la distance avec le domicile parental. Donc, avoir une équipe basée sur Rouen plutôt que sur le Havre, ça permet d'ouvrir le spectre un peu plus. Florian, est-ce que ça te plaît, ce partenariat? Moi, ça me plaît. On avait eu un petit... Enfin, moi j'appelle ça un partenariat, mais on avait récupéré Romain Basque qui n'est QRM, et on avait gentiment donné du Hamel à QRM dans une époque bien sombre du HAC. Cette époque du Hamel, bon, en rigolant, c'était un bon attaquant jusqu'à un point où à un moment on n'en pouvait plus. Mais c'est une bonne chose, hein, que ce soit officiel, un petit partenariat. Je pense que ça va se mettre sous la forme de prêt ou de vente de joueurs entre les deux clubs. À mon avis, plus de jeunes à potentiel qui vont aller vers le HAC. Après, ça dépendra du niveau sportif de QRM. Et plus des joueurs en prêt très jeunes du Havre, ou des personnes en fin de
carrière entre guillemets pour QRM. Ça peut être pas mal pour des jeunes à vrai de se faire prêter à QRM. Pourquoi? Parce que si je me dis pas de bêtises, QRM c'est quoi? C'est national. La Nationale 1, donc forcément l'intérêt sportif il est évident. Et du coup, moi je suis du parti, c'est un peu le cas en Angleterre. Beaucoup de jeunes en Angleterre jouent chez des championnats des U18 entre eux. Mais moi c'est pas ma façon de penser. Je pense que les jeunes ils doivent se faire les dents contre des vieux briscards de 27-28 ans qui jouent pour un petit salaire pour se donner tous les week-ends. Et c'est là que les joueurs ils se créent, c'est pas en jouant contre des joueurs de leur âge. Donc pour moi c'est pas mal si on peut prêter des petites pépites, qu'ils aillent se faire les dents, qu'ils se prennent des tacles de pas de boucher parce qu'il faut pas les blesser, mais qu'ils aillent voir vraiment ce que c'est le football pro, parce que jouer contre des jeunes c'est bien, mais c'est pas là où tu développes ton potentiel max à mon avis. Donc pour moi c'est très positif si ce partenariat se met sous cette forme, évidemment. Romain, ton opinion? Ah bah, l'équation est simple, hein. Si on fait pas de partenariat, on sortira rien. C'est très simple. Par contre, avec ce partenariat, on peut tenter effectivement de déjà, je pense, prêter nos jeunes et puis certainement peut-être de récupérer des joueurs intéressants. À partir du moment que les deux clubs ne sont pas dans la même division, bien évidemment, ça devient très intéressant. C'est logique. Je préfère partenariat que rien du tout. Moi, ce que j'aime bien dans ce partenariat, c'est que ça me rappelle le partenariat en rugby qui est entre le Rouen Normandie Rugby et le Hack Rugby. Si ça peut se faire dans la même optique et en bonne intelligence dans les deux cas, ce sera gagnant pour tout le monde et ce sera très bien comme ça. Espérons que le partenariat entre le Hack et QI version 2 portera plus de fruits que le dernier. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Twitter @actu_fr et vous nous retrouvez avec le hashtag activiste au pluriel. Rejoignez-nous également sur le site actu.fr pour recevoir nos alertes, articles et concours de pronostics et retrouvez-nous dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack!